Alors on le sait évidemment, le marché immobilier est compliqué, en dents de scie dans la tourmente, et donc quand on est propriétaire immobilier et qu'on est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, on peut être tenté de revoir la valeur effectivement à la baisse de son patrimoine. On sait que le gouvernement en parallèle a annoncé une intensification des contrôles sur les gros patrimoines. Faut-il comprendre d'ailleurs ce qu'on entend par gros patrimoine? D'où la question, comment est-ce que l'administration, comment est-ce que le fisc s'y prend pour vérifier le contenu de vos déclarations si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Bonjour, maître Jérôme Barret. Bonjour David. Ça va, Jérôme? Très bien. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Est-ce qu'on peut considérer que les Français qui détiennent un gros patrimoine, et encore une fois, qu'est-ce qu'un gros patrimoine, sont aujourd'hui dans le collimateur et dans le viseur du fisc? Alors déjà, on peut considérer que comme il est plus difficile de louer de l'impôt et du nouvel impôt, évidemment, l'administration se tourne vers un meilleur recouvrement. Donc quand M. Gabriel Attal était ministre du Budget, il avait annoncé en juin 2023, si vous vous en souvenez, un grand plan de lutte contre la fraude fiscale. Et il promettait de renforcer les contrôles et les moyens qui seraient affectés pour ces contrôles, et de cibler de préférence les grandes fortunes, les grands patrimoines, les grands contribuables. Ce sont donc les personnes physiques qui vont être visées, et les contrôles fiscaux doivent augmenter de l'ordre de 25% d'ici 2027. Donc l'idée générale, c'est de pouvoir vérifier ces personnes, de le faire systématiquement, alors que c'est déjà fait partiellement dans le cadre de la déclaration de revenus. On voit d'ailleurs aujourd'hui que les déclarations des patrimoines importants mettent plus de temps à sortir, c'est-à-dire qu'on a le fruit, l'avis de mise en recouvrement, l'avis d'imposition arrive plus tard que pour les autres, parce que justement, ils sont vérifiés. Donc on peut s'attendre à une augmentation des contrôles, portant notamment sur les déclarations d'IFI dans les mois à venir, dans les années à venir, de façon systématique, et qui vont supporter donc les actions de l'administration. Bon, quels sont justement les chiffres du contrôle fiscal en matière d'impôt sur la fortune immobilière? On a des chiffres, bien sûr. On a des chiffres parce que la Cour des comptes a rendu un rapport qui est assez intéressant, qui est assez fourni et est assez plaisant à lire même, ce qui est toujours intéressant. Et on voit bien que le changement s'est fait de l'ISF à l'IFI. Et d'ailleurs, on a reproché au gouvernement d'avoir diminué de l'impôt. Mais en fait, l'IFI, j'allais dire, marche très bien. Et le contrôle IFI est en train de monter en puissance depuis 2020. On a eu 452 contrôles en 2020, alors qu'au titre de 2022, on a eu plus de 3200 contrôles, avec des redressements importants. Ça n'est pourtant que 2% des redevables qui ont été contrôlés, mais ça, la recette a été de plus de 100 millions d'euros d'impôts environ, ce qui est quand même tout à fait négligeable. Bon, il est intéressant aussi de souligner que l'objectif, c'était ce que l'on appelle les dossiers à fort enjeu, les DFE, qui ont été identifiés. DFE, c'est-à-dire qu'on a des revenus qui sont supérieurs à 270 000 euros par an, et avec un total d'actifs nets de l'ordre de 3,9 millions, donc pas tout à fait 4 millions. C'est ça les gros patrimoines, entre guillemets, qui sont dans le collimateur? Oui, c'est ça le gros patrimoine. Le dossier à fort enjeu, c'est ça. 270 000 euros. Dossier à fort enjeu. À fort enjeu, le DFE, c'est une façon pudique de dire que c'est pas le DPE. Et un patrimoine, non pas d'ailleurs un patrimoine net, c'est un patrimoine brut. Donc on regarde l'enveloppe brute. Ah, c'est pas la même chose. Non, vous avez raison, c'est pas la même chose. Et l'idée était de faire un contrôle systématique tous les 3 ans de ces dossiers à fort enjeu. Mais depuis 2019, comme on va le voir, un certain nombre de techniques nouvelles, eh bien on va intégrer dans ces techniques nouvelles des choses qui vont montrer des différences de potentiel et qui vont nous emmener à sortir probablement des dossiers à fort enjeu. Alors justement, on a envie de savoir comment est-ce que le fisc s'y prend, s'organise pour détecter et pour évaluer la fraude, tout ça de manière efficace et plus efficiente. Le principe de la vérification de l'IFI, c'est ce qu'on appelle un contrôle sur pièce, c'est-à-dire que l'administration de son bureau prend des éléments, les regarde, les compare, et à partir de là, elle produit son redressement. Ce que l'on voit aussi, c'est que ces contrôles sur pièce, qui étaient des contrôles, j'allais dire, dans l'ombre, où on n'avait pas de retour de l'administration a tendance à envoyer des demandes de renseignements et faire des espèces d'échanges avec les contribuables jusqu'à ce qu'elle ait une conviction qui soit formulée et formée. Et à partir de là, elle va envoyer sa notification de redressement. Ça, c'est quelque chose qui change parce qu'avant, on avait une demande d'information, une demande de renseignement qui avait pour but de compléter des dossiers et terminer un dossier pour que l'administration puisse le classer en disant voilà, j'ai fait mes diligences et c'est bon. Là, maintenant, il y a ces petits allers et retours. Ensuite, l'administration, elle va regarder des éléments de stratégie patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle va se mettre dans la peau du contribuable, elle va essayer de comparer justement le rapport poids-puissance entre les revenus et l'immobilier. Effectivement, quelles sont, non pas vos dépenses, mais quelles sont vos affectations de dépenses. Et elle le voit au fur et à mesure que vous acquérez des revenus, de l'immobilier notamment. Alors ça peut être aussi de l'immobilier qui arrive par succession, mais ce que vous achetez. Donc elle va avoir 2 axes. Un, l'absence de déclaration. C'est ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap d'1,3 million parce qu'ils ont des pudeurs fiscales. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'immeubles. Et puis les aspects de minoration de base qui vont être un sujet relativement facile. On va le voir aussi pourquoi. Bon, et donc sur quels éléments
Ben, Si on va encore plus loin, ce fonds d'administration pour vérifier les déclarations. Énormément de sources de données finalement, et une analyse de masse qui va être faite au niveau national. Donc on a des bases de données qui sont géocalisées, on l'a vu pour les piscines, qui sont alimentées par les actes notariés, qui permettent d'obtenir de manière quasi automatique la valeur des biens et de pouvoir immédiatement procéder au redressement. L'administration aussi, elle a une plateforme qui s'appelle, là, je vais le lire, la base nationale de données patrimoniales, la BNDP, c'est pas une brigade, hein, c'est une base, et tous les actes notariés lui apparaissent. Et donc elle va pouvoir avoir l'évolution du patrimoine à l'achat ou à la vente, mais c'est évidemment quand on déclare quelque chose, c'est à la vente qu'elle va pouvoir regarder. Ensuite, on a le data mining, le fameux data mining, et l'administration qu'elle a mis en place en 2023, et qui est un outil qui va lui permettre, là encore, d'analyser le tissu fiscal des particuliers, de lui fournir des données statistiques. On voit bien qu'elle est encore en recherche. Comme quoi, par exemple? Mais elle apprend. Eh bien, des données statistiques, on voit si un bien est vendu, la fréquence de vente d'un bien, qui peut être un critère de mauvaise qualité du bien, sa situation, l'analyse, je reviens sur la géolocalisation, c'est son endroit. Si je dis que j'ai une maison à tel endroit, parce que je l'ai déclaré comme maison, mais que c'est en fait un château, non pas en Espagne, mais sur le bord de la mer, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne peux pas traiter un pavillon, ou je ne peux pas traiter un château, une propriété, en disant que c'est un pavillon. Donc ces éléments-là, elle les engrange. Et elle va aussi se lancer dans l'analyse des textes notariés, c'est le text mining. C'est-à-dire qu'elle va être capable d'identifier la structure même de façon automatique, sans le faire en regardant tous les actes, et de voir quels sont les éléments qui sont probants. Si par exemple on dit qu'on a une salle de bain qui fait 400 mètres carrés avec une robinetterie en or, elle va pouvoir le regarder. Pas toujours marqué dans les actes, mais c'est ça. Donc elle va pouvoir multiplier son effet de puissance et mieux coordonner ses services. Et on peut d'ailleurs constater dès à présent que l'intelligence artificielle va se mettre en marche et va s'affiner aussi à ce titre-là. Donc la base de données va pouvoir fournir des données elles-mêmes à l'intelligence artificielle. Après, est-ce qu'il n'y a pas des situations, entre guillemets, un peu particulières qui risquent de déclencher le clignotant des interrogations au sein de l'administration? Justement, à cause de cette question de situation particulière et l'analyse de ce tissu fiscal, il est clair que si vous avez beaucoup de biens immeubles et que vous n'êtes pas encore sorti du bois pour déclarer, l'administration va considérer qu'il y a un risque pour elle et elle va l'analyser, elle va avoir des interrogations. Si un contribuable procède à des cessions immobilières d'un montant élevé sans avoir préalablement déclaré des choses à l'impôt sur la fortune, ils vont regarder ce qui se passe. Enfin, les contribuables qui disposent d'un patrimoine important mais avec peu de revenus, on va essayer de savoir pourquoi il y a une décorrélation entre le revenu et le patrimoine. Oui. Donc immédiatement, on a des sujets qui vont clignoter. Bon, après, est-ce qu'il y a des moments, je ne sais pas, des moments propices pour que l'administration contrôle plus qu'à un autre? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'heure pour en manger, des contrôles. Ils ont lieu toute l'année. Ce qui n'était pas le cas autrefois, il y avait une forme de saisonnalité et il y avait une densification des contrôles en fin d'année pour des raisons de prescription fiscale. Mais dès lors que M. Sarkozy avait été passé par le budget à l'instant de raison, il a mis beaucoup de pression sur les brigades de contrôle. Et ça, on a déjà vu le sujet. Ça a été continué ensuite par M. Sapin. Et ça, on l'a senti. La deuxième raison, c'est qu'autrefois, on vous envoyait une notification de redressement avec un délai impératif de réponse de 30 jours. Et donc, si on vous envoie ça le 14 juillet, alors que vous êtes en vacances entre le 14 juillet et le 15 août, il y a de fortes chances que vous passiez à côté de la réponse, que vous n'ayez pas cherché à le recommander, c'était le bazar. Maintenant, l'administration, elle a dit, vous avez droit à 30 jours, mais si vous le demandez gentiment, c'est automatique d'ailleurs, vous aurez droit à 30 jours supplémentaires. Donc, en fait, vous avez 60 jours. L'administration, elle considère qu'elle peut envoyer des documents à tout moment. Au moment des fêtes de fin d'année, pendant l'été, elle bombarde ces notifications à tout moment. Donc, ça, c'est le premier sujet qui explique une densification des contrôles. Ensuite, les cessions immobilières, elle a un accès plus rapide et elles vont forcément être une situation risque dans la mesure où on va comparer la cession avec ce qui a été déclaré dans la déclaration. Donc, ce sujet, il est valable à la fois pour l'impôt sur la fortune, mais il est aussi valable pour tout ce qui est donation et succession, qui rapporte un peu plus à l'administration fiscale, puisque vous le savez, le taux marginal des donations et successions, c'est de 40%. Donc 1 euro redressé, 45 centimes dans la poche. Ouais. Alors que dans le cadre de l'IFI, c'est 1%, ce qui est moins, ou 1,5 au maximum. Donc c'est des encouragements à faire du contrôle toute l'année. Bon, et elle peut remonter en arrière de combien d'années? Sur combien d'années Alors, trois possibilités. Soit vous n'avez jamais déclaré, 6 ans plus l'année en cours. Ouais. Alors, on se dit, c'est pas très grave, je ne vais pas déclarer. Donc, soit déclarer un bien, soit ne pas déclarer du tout. Hein. Un bien qui est oublié, c'est 6 ans plus l'année en cours. Ce qui va vous coûter cher, c'est les intérêts de retard. Parce que les intérêts de retard, vous les calculez
7 fois pour l'année la plus éloignée, puis 6 fois pour l'année, et ainsi de suite. Donc ça coûte assez cher. Et puis le deuxième sujet, c'est que si vous avez déclaré un bien mais que vous avez minoré la base, à ce moment-là, c'est 3 ans plus l'année en cours. En revanche, si on considère que vous êtes frauduleux parce que vous auriez dû déclarer, vous avez 100 millions de patrimoine immobilier, vous ne l'avez jamais déclaré, là vous risquez de passer à une procédure sur 10 ans et avec des pénalités qui vont être infiniment plus importantes. Déjà, l'administration a tendance à bombarder des pénalités de 40%, considérant que si vous avez l'acuité intellectuelle et j'allais dire le background personnel et technique pour pouvoir évaluer un bien, elle va vous adresser 40%. On l'a vu il n'y a pas très longtemps sur un dossier où une personne a fait faire une évaluation par un spécialiste et l'administration a tout de suite dit « mais là vous êtes de mauvaise foi, vous deviez connaître quelle était la valeur de votre hôtel particulier ». Tout simplement parce qu'elle considère que le contribuable avait les moyens intellectuels de le faire. C'est un peu dur, mais c'est comme ça que ça se passe. Bon. Après, on le sait, on finit là-dessus, et c'est très important. L'immobilier baisse, pas beaucoup diront certains, mais 3% nous a dit la FNAIM l'an dernier, peut-être autant cette année. Le contribuable peut moduler à la baisse la valeur de son patrimoine sans pour autant se faire rattraper par la patrouille. Parfaitement, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est même l'administration, il y a très longtemps, au titre de l'ISF, qui avait elle-même initié le fait qu'on pouvait diminuer la valeur. Alors, on sait très bien qu'on n'est pas au plus cher quand on évalue à l'ISF ou à l'IFI, et on sait très bien que l'administration l'admet dans une certaine mesure. La mesure, je ne la connais pas, mais elle cherche à comprendre si vous êtes vraiment de mauvaise foi ou si vous vous tangentez avec des éléments que vous pouvez défendre. Donc la difficulté, c'est que si vous avez un élément de votre patrimoine, d'abord, on ne regarde pas votre patrimoine en entier quand vous faites une diminution. Vous ne dites pas, tiens, j'ai 10 millions d'euros d'immobilier, je vais baisser de 3%. Regardez chaque bien. Ça, c'est déjà important. Il faut pouvoir le justifier. L'administration admet que si vous avez des devis pour des travaux, ça vous permet de justifier une diminution de valeur, le cas échéant, si l'immeuble est en mauvais état. Le deuxième sujet, c'est que si vous avez un bien qui est déjà extrêmement minoré ou minoré, et que vous voulez le baisser, je pense que ça, ce n'est pas un bon calcul. Ensuite, si vous avez un bien que vous allez vendre dans un délai assez court, essayez plutôt de le remonter même si le marché baisse. L'administration vous en sera reconnaissante, elle sera moins désagréable avec vous. Donc vous avez un ajustement réalisé, oui vous pouvez le baisser, mais si vous êtes déjà très bas, ne critiquez pas. Alors la question qui se pose, c'est de se dire, ah oui mais alors si tout le monde baisse, et que moi je ne baisse pas mon bien, alors que je vais donc démontrer qu'il était sous-évalué. Eh oui. Oui et non, mais ça serait plus grave encore de continuer à le minorer en baissant qu'en le laissant là où il est. Et s'il le faut l'augmenter, augmentez-le. L'administration admet et elle voit bien la tendance que font elle est assez attentive et elle n'est pas désagréable sur ce sujet. Allez, merci beaucoup. Conseils et explications, si Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.